Chaque jour, ils construisent le Web3 selon leur vision et leurs convictions. Dans Behind the Chain, des builders passionnés vous partagent leurs expériences et leurs conseils pour réussir, vous aussi, dans le Web3. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et à en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute! Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Jean-Charles Chemin. Il est cofondateur et CEO de Legapass. Comment tu vas, Jean-Charles ? Écoute, très bien, merci de me recevoir. Écoute, c'est avec plaisir que je te reçois. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis on va parler d'un sujet qui est hyper intéressant et qui concerne tout le monde à un moment donné dans sa vie. Donc, écoute, tu nous en diras en plus dans quelques temps. Donc, comme tu sais, dans Behind the Chain, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, est-ce que tu peux commencer en nous présentant le début de ton parcours professionnel ? Ok, avec plaisir. Moi, du coup, j'ai démarré en tant que développeur autodidacte. J'ai commencé à bosser dans le dev, voilà, tout de suite après le bac. J'ai réussi à décrocher un job à Monaco à l'époque. Et puis ça m'a lancé, ça m'a mis le pied à l'étrier. J'ai fait pas mal de petites startups. Je suis passé quelques années chez Quant. En fait, je faisais partie c'est le premier développeur sur le projet Quant, qui est devenu quand même un beau projet, même s'il n'a pas eu aujourd'hui le succès qu'on lui souhaitait. Mais c'était une grosse aventure. Voilà, on est passé de 1 à plus de 150 employés. Moi, j'avais une cinquantaine d'ingénieurs dans mes équipes. Donc, ça a été vraiment une super expérience de startup. J'en ai fait d'autres après. Voilà, donc, j'étais CTO chez Quant. J'ai gardé ce titre-là quelques années. Et puis j'en suis venu à créer ma propre entreprise, Legapass, dont on va parler, je pense, pendant quelques minutes. Merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, on va bientôt en parler. Et justement, avant qu'on vienne sur Legapass plus précisément, est-ce que tu peux nous faire le lien justement entre le début de ton aventure pro et ta rencontre avec l'univers du Web3 et de la crypto au sens large. Voilà, comment ça s'est passé concrètement ? Moi, j'ai toujours été technophile, curieux, geek depuis gamin. Donc j'ai toujours bricolé, je me suis toujours intéressé à ce qui sort. La crypto, Bitcoin, etc. J'ai découvert ça, j'étais en poste chez Quant déjà au tout début. J'ai un ami qui était avec qui on geekait pas mal, qui a commencé à me faire rentrer dans le truc. À l'époque, j'ai acheté mes premiers Bitcoins, c'était comment ça s'appelait, Bitcoin Central, je crois. C'est devenu Paymium maintenant. Donc ça fait longtemps. Et puis je me suis toujours intéressé à ça. J'ai monté des fermes de minage, j'ai fait, après sur de l'Ether, des choses comme ça. J'ai fait pas mal de choses. En fait, j'ai toujours été intéressé déjà par comment ça marche techniquement. Ensuite, quels sont les usages. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, qu'est-ce qu'on peut développer là-dessus. Donc j'ai fait pas mal de thèses, de POC, de développement à tous les niveaux finalement des briques du Web3 depuis quand même très très longtemps, sans jamais en faire quelque chose de vraiment professionnel. Ça a toujours été par passion, par culture. Ce que je te propose maintenant, c'est me dire voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer la première version de Legapass, qui est donc un projet dans le domaine Web3, on va dire entrepreneurial. L'histoire de Legapass, elle m'est un petit peu tombée dessus, comme souvent. C'est un peu un parcours de vie. Moi, je sortais quand même de pas mal de temps chez Quant et puis sur d'autres projets. J'avais un peu de temps devant moi. Je me demandais ce que j'allais faire. J'avais pas mal d'options. Et puis, en fait, malheureusement, ma compagne perd son papa pendant le Covid. Lui, il était à l'étranger. Il est resté hospitalisé quelques temps. On n'a pas pu aller le voir. Et ils ont communiqué, ils ont échangé pendant les quelques semaines qu'il est resté hospitalisé. Et en fait, il a eu le temps à ce moment-là de lui transmettre quelques informations, dont des mots de passe, des comptes en ligne. Pas de fortune secrète, ni en crypto, ni en quelque monnaie que ce soit, mais surtout des informations sentimentales. Mais en fait, moi, ça m'a fait un choc. Et je me suis dit, mais attends, moi, s'il m'arrive quelque chose là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Parce que moi, par contre, je suis complètement digitalisé. J'ai des banques, des néobanques, des cryptos, des placements un peu partout, des sites web. Enfin, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si demain ça s'arrête ? Qu'est-ce que je vais laisser à ma famille ? Et en fait, je me suis rendu compte que la réponse était assez simple, pas grand-chose, parce que, hormis les investissements immobiliers et autres, tout le reste allait être perdu, tout simplement parce que soit mes proches n'en ont pas connaissance,
soit, même s'ils en ont connaissance, ils ne pourront pas y accéder. Et on le voit bien pour les cryptos, c'est quand même là où c'est le plus visible. Si on n'a pas l'accès au wallet, on peut absolument rien en faire. Et du coup, ma compagne est ingénieure aussi, développeuse. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette problématique-là? Comment est-ce qu'on peut faire pour garantir finalement aux personnes qu'elles vont pouvoir transmettre leur patrimoine numérique, leur crypto, au même titre que du patrimoine, on va dire plus classique, s'il leur arrive quelque chose. Finalement, il n'existe pas de banque ou de coffre à la banque pour les cryptos de manière vraiment directe. Et on voulait essayer en tout cas, l'idée, c'était de trouver une solution à cette problématique-là et de développer un outil qui soit pratique, qui s'adresse vraiment au grand public, pas un truc pour les nerds, vraiment un truc facile d'accès pour monsieur, madame, tout le monde. Et on a commencé à faire différents prototypes. Certains sur la blockchain, d'autres pas du tout. On s'est vraiment torturé le cerveau pour essayer de trouver quelque chose qui puisse répondre à tous les critères qu'on s'était fixés. Jusqu'au moment où on a trouvé une recette, on s'est dit, bah attends, là on tient un truc, on peut garantir la conservation long terme, en toute sécurité, vraiment inviolable, des données, de certaines données numériques et leur restitution post-mortem dans de bonnes conditions, tout en garantissant une chaîne de confidentialité totale pour que personne ne puisse avoir accès aux informations, même nous au sein de l'entreprise. Donc vraiment une sorte de coffre-fort à la banque, mais pour du numérique. Et c'est comme ça qu'est né Legapass. Une fois qu'on avait ce proto, on s'est dit, bah allez, go, on monte la société. Donc j'ai 2 associés avec moi, Adelina et Eric. Et on a fait en sorte que ce prototype devienne un produit qu'on a lancé courant 2022. Et ça a été le début d'une belle aventure qui a pas mal évolué, mais je regrette vraiment pas parce que c'est génial. Top. Donc ça, c'était la première version de Legapass, on va dire peut-être la V1. Et donc plutôt un produit qui était un produit B2C, c'est-à-dire que ce coffre-fort dans lequel les gens pouvaient venir mettre tout un tas de données numériques pour sécuriser leur patrimoine, ça s'adressait plutôt à des particuliers, j'imagine. Ça s'adressait effectivement à des particuliers, en fait à une personne physique, monsieur et madame tout le monde, qui soit investisseur crypto, qui soit chef d'entreprise. Ça s'adressait vraiment à tout le monde. Et puis, en fait, quand on a développé cette technologie, on a été repéré par ADNexus, qui est le fonds d'investissement du groupe ADSN. Le groupe ADSN, il développe les outils numériques régaliens pour les notaires, donc c'est quelque chose d'assez important, enfin d'extrêmement important même pour le notariat. Et ils sont intéressés à notre technologie et on a commencé à discuter avec eux, puisque les notaires, je pense que tu vois un peu ce qu'ils font, mais ils ont quand même des sujets de conservation de certains actes pendant 75 ans, ils ont la conservation des testaments, etc. Mais ils n'avaient rien, ils n'ont rien pour le numérique, et du coup, ils s'intéressaient aux solutions émergentes, et on a commencé à discuter avec eux. Voilà, ce qui était, je pense, une bonne idée. Ça a modifié un petit peu notre trajectoire. On est resté du coup à développer des technos comme ça, neutres, hein, on va dire. On a gardé toujours notre façon de faire, notre savoir-faire sur la confidentialité, la sécurité, etc. Mais on s'est dit qu'on pouvait la mettre au service du notariat. Et c'était d'autant plus logique qu'on traite quand même la transmission d'un patrimoine et qu'en France et dans une grande partie du monde, ces sujets de transmission sont gérés par les notaires. Ouais, effectivement, tout ça est très réglementé. On peut pas faire n'importe quoi et j'imagine que même vous, voilà, vous devez au quotidien montrer patte blanche et avoir des process hyper carrés pour pouvoir travailler avec eux. Alors justement, est-ce que tu peux maintenant nous parler de ce pivot et puis alors quand on va sur votre site, hein, maintenant la punchline c'est notaire régler les successions plus efficacement. Voilà, est-ce que tu peux nous dire concrètement aujourd'hui, peut-être si moi je suis un notaire. Si je veux travailler avec Legapass, j'ai un client, je pense qu'il a du patrimoine peut-être caché ou j'arrive pas à détecter, on va dire en totalité. Voilà, comment ça fonctionne, comment vous intervenez, quels outils vous utilisez. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Bien sûr, alors je vais te faire une réponse un peu longue, peut-être en 2 temps. Ok. D'abord, il y a l'antémortem. Donc quand la personne est vivante, il faut prévenir. Et c'est une bonne idée, vaut mieux prévenir que guérir, ça marche dans tous les cas. C'est-à-dire que la meilleure solution, c'est celle qu'on a voulu développer à l'origine, hein, c'est le coffre Legapass, où on permet aux personnes de leur vivant de référencer l'intégralité de leur patrimoine, de l'immobilier aux sociétés jusqu'aux crypto-monnaies, aux seed phrase, etc. Ça, c'est bien de le faire de son vivant.
Malheureusement, ce qu'on a constaté assez rapidement en travaillant avec les notaires, quand on décède, dans bien des cas, ça n'a pas été anticipé, peu importe la cause de la mort, mais encore plus quand elle est brutale, c'est mal anticipé et il manque pas mal de choses. Et en fait, le notaire, quand il reçoit quand il démarre la succession, il reçoit quelques infos des héritiers, il n'a pas grand-chose souvent. Et en fait, on croit, mais c'est très biaisé, qu'il existe plein de fichiers nationaux, internationaux, dans lequel le notaire, tac, il va pouvoir tout localiser, tout récupérer. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a quelques fichiers qui existent, uniquement nationaux, internationaux, il n'y a rien. Donc déjà, tout ce qui est biens, comptes, etc. à l'étranger, le notaire ne pourra pas les découvrir. Et pour ce qui est en France, c'est extrêmement compliqué puisque les fichiers soit sont incomplets, soit sont très difficiles d'accès. Je pense au cadastre, par exemple. On a l'impression que les biens immobiliers sont bien référencés, mais en fait, non, pas du tout. Enfin voilà, c'est vraiment un gros bazar. Et, euh, et à ce moment-là, nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le post-mortem? On a des solutions, on a une techno qui marche bien pour l'anté-mortem, sauf que c'est pas un gros pourcentage des successions que gèrent du coup les notaires. Il va falloir éduquer les gens, faire en sorte qu'ils prennent le temps, etc. C'est difficile. Comment est-ce qu'on peut apporter des solutions aux notaires et aux héritiers tout de suite? Et là, on a utilisé une techno qu'à la base, on avait développée pour le coffre. En fait, l'objectif, c'était quand tu ouvres ton coffre, qu'on aille chercher pour toi tout un tas de comptes, de services sur lesquels tu es utilisateur ou client, et qu'on pré-remplisse finalement tes données en disant, bah voilà, je dis n'importe quoi, tu as un compte Binance, bah voilà, tu mets les informations ici, tu as un compte, je sais pas, sur une néobanque, mets les informations, etc., etc. L'effet, si tu veux, quand on a prototypé ce truc-là, ça marchait pas trop mal, sauf que l'utilisateur, quand il ouvrait son coffre Legapass, il se demandait comment est-ce qu'on savait tout ça, et il y avait un côté un peu effrayant finalement. Du coup, la perception n'était pas la bonne. Et on s'est dit qu'on pouvait mettre cette technologie-là à disposition des notaires et des héritiers, hein, parce qu'à la fin, le but, c'est que les héritiers récupèrent un héritage qui serait perdu, hein, sinon. Donc on a mis cette technologie-là, on l'a testée, et en fait, tout de suite, on a eu des super résultats. Tout de suite, on a réussi à découvrir de l'argent qui était inconnu. Hein. C'est pas de l'argent qui est caché, on va dire frauduleusement. Hein. C'est vraiment de l'argent qui est perdu, qui est inconnu. Et là, on s'est dit qu'on tenait un truc, et on a continué à développer cette solution qui aujourd'hui est devenue quelque chose d'assez, c'est une machine assez phénoménale qui va analyser voilà, des tonnes d'informations, recouper des tonnes de sources, et qui est capable de faire un boulot monstrueux que voilà, le notaire, s'il devait le faire, il lui faudrait 2-3 mois à plein temps pour arriver au même résultat. Et nous, on est arrivé à faire ça en très peu de temps pour un prix très, très bas, qui permet de le généraliser à l'ensemble des successions. Et, alors du coup, je te fais la réponse en 3 temps. Une fois qu'on a découvert des éléments patrimoniaux, là, on va encore apporter une carte pour le Web3, parce qu'en fait, le notaire, quand on trouve un compte en banque en France, de l'immobilier, il sait très bien gérer, il n'y a aucun souci. Quand on révèle de la crypto-monnaie, par exemple, là, le notaire, il est très vite coincé, parce que récupérer de l'argent, par exemple, sur une plateforme, c'est extrêmement complexe, et il faut souvent manipuler des crypto-monnaies, solder les titres, etc., ce que le notaire ne peut pas faire. Nous, en fait, on a monté aussi toute une structure là-dessus qui est basée sur un partenariat assez important avec Paymium, justement, qu'on a choisi puisqu'ils sont français et qu'ils opèrent en France. Toute leur chaîne de transit bancaire, etc., est basée en France. Et du coup, grâce à ce partenariat, on arrive à débloquer des crypto-monnaies, les rapatrier en France, s'il faut, soit les conserver en crypto et les partager entre les héritiers, ou alors à leur demande, les convertir en euros et les verser sur le compte de la succession. Et du coup, on a créé finalement un pont entre deux mondes qui sont complètement opposés, le monde du notariat et le monde du Web3. OK, bah, écoute, c'est très clair, merci beaucoup, on y voit, on y voit effectivement plus clair. Mais du coup, alors la question que je me posais, tu vois, c'est en quoi finalement les actifs numériques, ils sont si spéciaux d'un point de vue de la transmission d'un héritage? Je comprends que voilà, c'est une nouvelle classe d'actifs, que les notaires, même les successeurs n'y sont pas forcément, habitués. Mais ce que je me dis, tu vois, par exemple, sur des plateformes centralisées, finalement, si le notaire, il écrit à la plateforme centralisée que vous savez qu'il y a un client, qui avait des sommes chez cet exchange-là.
Bon, finalement, c'est presque un peu comme une banque. Vous pouvez lui dire, bah, merci de nous renvoyer les fonds en euros à tel RIB. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qui pose problème? C'est plus quand vous identifiez de l'argent détenu directement sur des portefeuilles comme, je sais pas, MetaMask, Phantom, etc. C'est encore d'autres problématiques. C'est quoi vraiment le sujet là-dessus? Je prends la question par la fin. Sur la partie détention en propre, MetaMask, Phantom, là, on n'a pas de solution si ça n'a pas été anticipé. Donc là, pour ça, c'est le coffre, les gars passent, faut le faire de son vivant. Sinon, il n'y a pas de, il y a pas, c'est irréversible. Pour ce qui est des plateformes, malheureusement, c'est pas si simple qu'envoyer un courrier à la plateforme et lui dire de transférer les fonds en euros sur le compte de la succession, donc qui est chez le notaire. C'est beaucoup plus complexe que ça. Souvent, c'est des plateformes qui sont basées à l'étranger, avec des réglementations un petit peu différentes, avec pas toujours l'envie de collaborer. Et c'est des déblocages qui se font la plupart du temps de compte à compte en crypto-monnaie. Il n'y a pas de conversion euro. Donc en fait, c'est vite très très compliqué. Et en plus, les démarches sont assez spécifiques. Il faut quand même certaines connaissances techniques. Et donc, on voit les notaires qui perdent un temps fou, qui se cassent les dents. Quand c'est les héritiers qui veulent le faire, c'est un petit peu pareil. Ils n'ont pas toujours, la connaissance pour pouvoir le faire et avancer. Et du coup, on a des situations qui sont bloquées. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Ça veut dire que les comptes de crypto-monnaie sont connus et identifiés. Nous, on intervient souvent. Il n'y a aucune connaissance. Je peux te donner un exemple qui marche bien. C'est un bel exemple, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais l'exemple est très représentatif. On est mandaté sur une succession donc d'un vieux monsieur, près de 80 ans, qui vit en campagne. Il n'a pas d'héritier direct, à part une sœur. Enfin, du coup, qui est pas direct, mais son héritière, c'est sa sœur, qui est à peu près du même âge. Et ce monsieur, du coup, il décède, il était un peu tout seul. Le notaire sait pas trop ce qu'il a. Il a aucune information. Il nous confie ce dossier-là. Nous, on se demande bien ce qu'on va pouvoir trouver. On regarde, on fait nos enquêtes comme d'habitude. Et en fait, c'est un dossier sur lequel on a retrouvé plusieurs dizaines de milliers d'euros en crypto-monnaie. Et du coup, ce monsieur à la retraite, il avait investi dans de la crypto, alors sur des plateformes. Il avait tradé un petit peu, et puis voilà, il avait fait quand même des bons placements, il avait investi des belles sommes, et c'est de l'argent qui a été complètement découvert. Et personne n'aurait soupçonné, même nous à l'ouverture du dossier, qu'on allait trouver une telle fortune sous cette forme-là, en fait. Et ça, c'est des choses voilà, ça sort un peu de nulle part, et sans notre intervention, cet argent-là, il serait resté malheureusement bloqué sur les plateformes, puisqu'elles n'ont aucun intérêt et aucune obligation à aller chercher les héritiers, même à savoir que la personne est décédée, en fait. Sur des assurances vie en France, ils ont des obligations, on voit que c'est très difficile. Quand tu parles de trading sur des plateformes à l'étranger ou de crypto-monnaie, il y a rien, hein. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent chaque année qui disparaît comme ça. Et c'est notre mission de le détecter, de le ramener en France et d'en faire profiter les héritiers, puis bon, un petit peu l'État aussi, puisque du coup, il se sert au passage. Yes, forcément, forcément, l'État se sert toujours dans ce genre de situation. En tout cas, ouais, incroyable. C'est l'exemple que tu viens de nous citer. Merci, ça permet d'illustrer voilà l'impact que J'en ai vous plein avez. d'autres, hein. Oui, bien, j'imagine, j'imagine. Alors, ce que je te propose aussi, c'est peut-être que tu nous fasses un petit point sur votre roadmap. Voilà, c'est quoi les prochains jalons clés du développement et peut-être si tu as aussi quelques chiffres clés à nous donner. Voilà, si c'est pas confidentiel, je sais pas sur peut-être le nombre de dossiers que vous traitez. Bon, les montants recouvrés, j'imagine que c'est confidentiel, mais bon, voilà, je demande au cas où. On a déjà comment dire sur notre roadmap. Là, on rentre du congrès des notaires qui avait lieu en fin septembre à Bordeaux. On a eu un congrès des notaires qui était assez extraordinaire, avec vraiment un gros intérêt pour notre technologie de la part de la majorité des acteurs, des notaires bien sûr. On vient d'annoncer la signature d'un partenariat avec avec l'éditeur le Fichorga, qui est le deuxième logiciel notaire en France. Donc ça va nous ouvrir des parts de marché assez importantes. Et puis c'est aussi une reconnaissance directe de la profession d'un acteur qui est là depuis 40 ans. Donc c'est vraiment très important pour nous. En plus des reconnaissances qu'on a déjà, puisque tout à l'heure je n'ai pas fait trop notre publicité, mais on est labellisé par le Conseil supérieur du notariat. C'est 13 entreprises en France aujourd'hui qui sont labellisées. C'est extrêmement contraignant
exigeant avec des audits réguliers, etc. On est habilité France Connect. Enfin, on a pas mal de reconnaissances comme ça du sérieux et de la qualité de notre technologie. Donc ça, on va le mettre à disposition des notaires. Les dossiers, etc., on communique pas trop dessus. On est sur pas mal de sujets. On est en plein bouclage d'une levée de fonds aussi, qui va nous aider à supporter l'accélération là, qu'on subit en ce moment. Alors je dis qu'on subit parce que c'est quand même une bonne nouvelle. C'est toujours bien d'accélérer, mais voilà, là ça va un peu vite et un peu fort, donc il nous faut renforcer. Il nous faut plus de monde, il nous faut plus de bras pour pouvoir supporter cette accélération. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Pour ce qui est des montants retrouvés, en fait, il y a pas de limite, hein. Ça peut parfois, voilà, les chiffres que je peux te donner, en tout cas, une succession sur 4 à peu près. Aujourd'hui, on retrouve un actif important. Euh, Important, ça va de quelques milliers d'euros à, ouais, il y a pas de limite haute. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être des comptes en France, des assurances vie, des comptes à l'étranger, entre des sociétés aussi un peu partout dans le monde, voilà, jusqu'à Hong Kong. On retrouve des actifs en déshérence partout sur la planète. Là, on a fait des grosses sommes aux États-Unis, on a fait des belles sommes à Monaco. Enfin, il y a vraiment, il y a aucune limite, hein. C'est vraiment c'est assez incroyable. Et ce qui est le plus incroyable, c'est la fréquence finalement des choses qui sont oubliées. Et finalement, l'importance aussi pour le notaire de bien faire son travail et de remplir son obligation de moyens, mais aussi pour les héritiers. D'un côté, il y a un côté, forcément, on est toujours content d'avoir un peu plus d'argent dans une succession, mais quand on est proche de la personne, c'est aussi le fait de respecter finalement un peu sa vie et d'aller chercher tout ce qu'il avait fait, de rien oublier. Il y a quand même ce travail un petit peu comme un travail de deuil et de mémoire à faire pour respecter finalement la personne qu'on vient de perdre, hein. Donc on vient intervenir, je pense qu'on apporte pas mal de bien à tout le monde et sur toute la chaîne. Yes, effectivement, ouais, votre projet est assez incroyable et ouais, avec une vraie utilité. Forcément, j'imagine que ouais, on est tous assez peu concernés par ouais par notre mort. Je pense que ça fait peur et on n'a pas envie aussi peut-être de s'en préoccuper. Mais ok, bah écoute, merci pour cette présentation détaillée. C'était vraiment hyper intéressant. Ce que je te propose pour les quelques minutes qui nous restent, c'est qu'on est sur des questions un peu plus personnelles et voilà pour aussi appréhender un peu mieux toi ta vision de l'écosystème Web3 puisque tu es clairement vraiment un acteur clé hein, aujourd'hui de cet écosystème. Hein. Peut-être sur ce qui te hype ou sur la techno ou les technos que tu suis particulièrement en ce moment. Voilà, c'est quoi qui t'intéresse particulièrement dans la blockchain en ce moment? Alors, je vais pas citer de projet en particulier, j'en suis pas mal, mais vraiment, moi, la chose de laquelle j'attends le plus, c'est tout ce qui est autour de la DAO, hein, en français, je sais pas trop comment on traduit, organisation décentralisée autonome. Mais le fait de pouvoir gérer finalement un système démocratique de décision, d'avancement, via une blockchain de façon décentralisée, moi, je trouve ça assez fabuleux. J'ai vu pas mal d'exemples qui sont assez loin. Moi, enfin voilà, je trouve ça assez dingue. Et surtout quand on mêle ça maintenant avec d'autres éléments, typiquement les avancées qui ont été faites dans l'intelligence artificielle, je me dis qu'on va arriver à avoir quand même des systèmes de gouvernance pas forcément au sens politique, hein, mais sur des objets, des choses comme ça, c'est incroyable. Je me dis appliquer ça par exemple à des véhicules autonomes. Voilà, ils peuvent avoir finalement être autonomes et avoir leur propre business, leurs propres règles, leur propre communauté, et servir finalement derrière les populations humaines. Enfin, ça peut aller très très loin et moi c'est quelque chose qui me fascine, un peu comme une œuvre de science-fiction mais qu'on commence à toucher du doigt, quoi. Donc d'un côté ça fait peur, mais d'un côté je trouve ça fascinant et je pense que la DAO c'est un peu la base de ça. En tout cas c'est comme ça que je le sens et que je le vois. Après on pourra en parler des heures parce que c'est vraiment un sujet qui me rend dingue, moi. Yes, ouais, je partage. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On est encore qu'aux prémices, hein, il faut que ça s'installe et bon, il y a beaucoup d'organisations qui sont en train de se développer dans ce mode-là, mais c'est vrai que notamment aujourd'hui, t'as beaucoup de protocoles, je sais pas, notamment dans la DeFi qui sont organisés comme ça. Même si au final, t'as beaucoup de holders de tokens qui sont encore aujourd'hui peu impliqués dans le fonctionnement des DAO malheureusement, mais je pense que ça va venir et je pense il y a beaucoup de DAO qui sont inconnus et qui ont des fonctionnements vraiment incroyables. Voilà, là, j'ai pas de nom en tête, mais clairement, c'est un modèle qui a vraiment un énorme avenir. Tout à fait d'accord avec Il y toi. a pas Bah, mal, écoute, oui, il y a pas mal de projets, mais qui sont encore au niveau quasi scientifique aujourd'hui.
que je suis qui émergent avec des idées mais qui sont incroyables. Donc c'est pas encore. Je pense que voilà, ça reste encore dans une communauté un peu scientifique. Il n'y a pas eu encore de percée vraiment grand public, mais ça va venir dans les prochaines années. De toute façon, tout cet écosystème-là, il va évoluer, il évolue à une vitesse qui est incroyable. Et on n'a encore rien vu, moi, je pense. Hein. Ouais, c'est clair, c'est sûr, même. Ok, bah écoute, il me reste à te remercier, Jean-Charles, du coup, pour ton temps et pour ce super épisode. C'était vraiment top de l'enregistrer ensemble et puis voilà, d'aborder un sujet qui est parfois peut-être vu comme un peu voilà glauque parce que forcément on parle voilà de succession, de gens qui partent et tout ça, mais voilà, c'est une étape, j'ai envie de dire dans la vie de chacun et c'est hyper important voilà de s'en préoccuper, de voir les problématiques que ça amène et voilà notamment un point fort sur les actifs numériques qui sont encore voilà des actifs très méconnus de la grande majorité des gens. Donc voilà, bravo pour le projet, merci pour tous les partages, de nous avoir éclairé là-dessus. Et puis bah écoute, je te laisse le mot de la fin si tu veux dire un petit mot aux auditeurs. Merci beaucoup déjà de m'avoir accueilli, de prendre ce temps d'échange, de parler d'un projet qui est assez atypique. Nous, on est un petit peu un ovni dans tout ce monde-là, avec quand même une culture Web3 et un lien qui est important, puisque du coup, effectivement, la mort, c'est pas un sujet dont on aime parler. Par contre, c'est une des seules choses qui nous arrivera de manière certaine dans notre vie, et c'est quelque chose qu'il faut gérer, et qu'il faut gérer pas pour soi, mais pour les gens qu'on aime, pour nos proches, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et en même temps tabou. Et nous, on fait quand même le lien entre de la technologie, entre voilà le notariat où c'est la pure centralisation avec ses bons et ses mauvais côtés, le Web3, la blockchain où c'est la pure décentralisation, pareil avec ses avantages et ses inconvénients. Donc on est un petit peu un ovni entre tout ça, mais finalement voilà, on met la technologie, notre savoir-faire, nos connaissances au service du bien public de tout le monde en fait. Hein. Donc je pense que c'est vraiment en tout cas, moi, j'adore cette mission et je suis très heureux là que tu me laisses cette tribune pouvoir m'exprimer, partager un petit peu ce que je fais. C'est un petit peu atypique, mais voilà, c'est bien, je pense, de parler aux gens, de prévenir, parce que quand même, c'est quand on est là, que tout va bien, qu'on est en bonne santé, qu'il faut y penser. Malheureusement, sinon ça peut être trop tard. Voilà, merci beaucoup, Romain. Je pense que je vais finir là-dessus. Avec plaisir, hein, l'idée du podcast, voilà, c'est d'offrir une diversité de parcours et de projets voilà aux auditeurs. Donc voilà, tu as toute ta place dans le podcast. Merci encore, je te souhaite une excellente continuation et je te dis à très vite, Jean-Charles. Salut. À très vite, ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.